Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Merci de votre constante fidélité à l'onde de choc. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Fatou Diaby. Elles sont 22 structures étatiques et start-up digitales à prendre part à la 4e édition du Mali Digital Award qui se tient sous le thème Souveraineté numérique, défis et opportunités. On en saura plus avec Cheikh Fantamadi Ndiaye. Les pupilles de la République étaient dans les locaux de l'ERTM pour une visite de courtoisie et aussi permettre aux enfants de voir et comprendre le fonctionnement de la boîte, mais aussi de rencontrer les journalistes, les animateurs et techniciens. Tanavet Sangaré a suivi la visite. La communauté musulmane vient de célébrer la fête d'Ashura qui est aussi une occasion pour les cousines et cousins germains de se faire une fortune de courte durée auprès de leurs maîtres qui sont les enfants des frères de leur mère. L'acte s'appelle Korofurali. Des explications, Adam Maïga nous en donnera. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à la 2. Les résultats du DF session de juin 2024 ont été proclamés ce matin. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Au même moment, le président de la transition lance le processus de digitalisation de l'administration. Plus de détails également dans nos éditions futures. Je le disais au sommaire, souveraineté numérique, défis et opportunités, c'est la thématique de la 4e édition des MDA Mali. Cette rencontre donne l'opportunité aux acteurs du numérique de se faire connaître du grand public, mais aussi de démontrer leur savoir-faire et de partager des expériences. Elles sont aussi 22 structures étatiques et start-up digitales à prendre part à ce rendez-vous dont le coup d'envoi a été donné au CICB, Centre international des conférences de Bamako, ce jeudi. Cheikh Fantamadi Ndiaye nous en dit plus. Des solutions technologiques boostant le rendement agricole et renforçant la sécurité par-ci et par-là, des applications du e-commerce spécialisées entre autres dans la vente des vignettes, des nourritures et autres produits divers. Voilà ce qu'on retrouve dans les stands des MDA Mali Digital Award. Les MDA, selon la coordinatrice, se veulent être ce cadre d'opportunités, d'échange et de partage d'expériences. Adaoul Game. Nous allons débattre pendant 3 jours avec des panels liés à tout ce qui est cybersécurité, infrastructure, innovation technologique. Également, il y a des exposants au CICB ici durant ces 3 jours-là qui ont des produits et des services dans le numérique et qui demandent à la population de venir visiter ces différents stands-là. Souveraineté numérique, défis et opportunités, c'est autour de cette vision que se déroule durant 3 jours cette 4e édition des MDA Mali Digital Award. Un thème qui s'inscrit en droite ligne du combat des autorités de la transition. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga, président de la cérémonie d'ouverture, a d'ailleurs rappelé la récupération récente des données biométriques permettant de recenser les électeurs comme illustration de la souveraineté numérique retrouvée du Mali. Des propos galvanisants pour les organisateurs. Ada Welegem est la coordinatrice des Mali Digital Awards. Depuis ces 3 dernières années, l'amour du Mali, des Maliens, a augmenté grâce à la conviction du président de la transition, le colonel Assimi Goïta et tous les membres du gouvernement. Nous faisons en fait la politique de ce qu'on sait faire et on est des ingénieurs, on est des techniciens, donc ce thème-là va en parfaite harmonie avec la volonté du gouvernement et je l'ai dit, je ne cesserai de le dire. Chaque activité, chaque structure qui est soutenue par son État ne peut avoir que de la force. Et nous remercions infiniment l'État malien d'avoir soutenu les Mali Digital Awards depuis la première édition jusqu'à cette 4e édition. Al-Kadi Amar Touré, secrétaire général du ministère de la Communication. Je pense qu'aujourd'hui, le thème central qui est la souveraineté numérique, c'est un thème extrêmement important pour notre pays à un moment où
nous sommes en train d'aller vers une digitalisation générale de l'administration. Et qui dit digitalisation dit gestion des données. Et un pays ne peut pas se targuer, assurer la souveraineté numérique si il ne maîtrise pas les données. Les données, c'est des éléments essentiels pour les prises de décision. C'est aussi une façon de maîtriser l'écosystème du numérique. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut les saluer pour ces initiatives. Dans les stands, outre les startups, les structures techniques de l'État, telles que l'ORTM, la SMTD, la GTIC ou encore la CANAM, sont aussi présentes. Par ailleurs, les Mali Digital Awards prévoient de récompenser à l'issue des 3 jours de rencontre la meilleure solution digitale, l'initiative de soutien féminin ou encore la meilleure start-up digitale. Un autre titre de ce 12 heures, l'Office de radio-télévision du Mali a reçu hier la visite des pupilles de l'État et de la République dans ses locaux. Il s'agit des enfants dont les parents sont tombés au front et ceux dont les parents souffrent d'une maladie mentale ou qui ont été abandonnés. Ils étaient venus voir et comprendre le fonctionnement de la boîte. L'occasion était aussi bonne pour eux de rencontrer leurs journalistes et animateurs préférés. Tanavet Sangare a suivi la visite pour nous. Eh oui, vous l'aurez bien compris, les pupilles. Ils étaient 80 enfants pupilles à se rendre ce jeudi à l'ORTM. La visite a pour objectif de permettre à ces enfants de connaître, comprendre et de s'acquérir du fonctionnement de la structure. Ainsi, après leur accueil par le directeur de l'ORTM, Hassan Baba Djombele, dit Eric, les enfants accompagnés de leur encadreur étaient à la chaîne 2 où ils ont suivi le flash d'information de 10 heures présenté par Yara Dambélé. Le flash d'information. Très heureuse de vous retrouver, chers auditeurs de la 2. Bonjour et bienvenue aux informations. Suivi de l'émission Yélé avec Fatim Dambélé. Également, Daouda Onguiba, chef section exploitation sonorisation de la radio nationale, était avec les enfants pour leur inculquer certaines notions de base de la technique à la radio. La régie de production. Ouais. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ils viennent du fond et reportage, ils viennent faire leur chance. Composés de filles et de garçons, les pupilles ont aussi rejoint Mannequin et ses invités sur le plateau de Grain de Midi. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la deuxième activité des vacances des pupilles. Connaît Cécile Odile Dakouo, directrice générale de l'Office national des pupilles en République du Mali, ONAPIMA. Nous organisons des activités de plaisir et de découverte. Cette année, nous étions à la pêche traditionnelle du Sanguement. Après la visite des différents studios de la structure, le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djombele, dit Eric, salue l'initiative de l'ONAPIMA et se dit toujours disponible pour les accompagner. Le sourire, l'éveil que j'ai vu sur ces visages-là, vraiment m'ont réconforté. Et c'est notre part aussi pour appuyer ces enfants-là, appuyer la structure également, faire en sorte que ces enfants se sentent vraiment entourés d'amour et de considération. Visiter les structures de l'ORTM est une occasion en or pour Adizatou Sanoko et Badra Aliou Doumbia, tous deux pupilles. J'ai appris comment se passaient les diffusions à la télé, des émissions. Ça m'a donné l'occasion aussi de rencontrer des présentateurs. Bon, on a eu à voir la salle de serveur, là où sont stockées les différentes images transférées depuis l'antenne ou d'ailleurs. On a aussi vu la salle où les techniciens travaillent La rencontre s'est clôturée par la remise par la directrice au nom de tous les pupilles d'une photo au directeur de l'ORTM pour la couverture médiatique de l'ONAPIMA et pour la promotion de ses enfants. Et parlons à présent de ce grand homme qui a passé une partie de sa vie en prison et qui a ensuite dirigé le même pays. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 18 juillet la journée internationale Nelson Mandela, une journée instituée en 2009 par l'Assemblée générale des Nations unies. Cela en vue de commémorer sa contribution à la restauration des droits de l'homme. La lutte contre la pauvreté et les inégalités est entre nos mains. C'est le thème retenu pour l'édition 2024. Cheikh Amadou Diarra nous en dit plus.
La liberté est un présent du ciel, martèle Denis Diderot. C'est un droit pour chaque individu de s'épanouir dans la vie, sans pour autant transgresser les conditions de vie de son prochain. Les pères fondateurs qui ont lutté pour l'indépendance vivent à travers l'histoire. C'est là grâce aux efforts consentis au péril de leur vie. Nelson Mandela incarne cette illustration. Pendant 67 ans, Madiba a été l'instrument pour jeter les bases d'une paix durable. Juriste de formation, c'est en 1943 que Nelson Mandela adhère au Congrès national africain, l'une des organisations politiques sud-africaines populaires du pays. C'est là en vue de lutter contre l'apartheid. Une lutte qui va lui coûter très cher. Dr Broma Mariko, enseignant-chercheur, spécialiste des études africaines. L'apartheid, c'est un système de ségrégation raciale. À l'époque, en Afrique du Sud, les Blancs étaient minoritaires, voilà, les Noirs étaient majoritaires. Donc, les Blancs étant la minorité, avaient mis de côté les Noirs qui constituaient la majorité du pays. Donc, les races étaient séparées. Le pouvoir du pays était dirigé par la minorité blanche. Et les richesses du pays étaient détenues par la minorité blanche. Face à cette injustice, Madiba va se battre pour mettre fin à cette pratique qui séparait les races d'un même pays. Il va faire une grande partie de sa vie en prison. Oui. Après 27 ans d'incarcération, Nelson Mandela est en liberté. Il devient ainsi le premier président noir de l'Afrique du Sud en 1994. C'est là à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes. Par la suite, il va abolir l'apartheid. Dr Broma Mariko, enseignant-chercheur spécialiste des études africaines. Suite à son combat contre l'apartheid, il va devenir président et à partir de là, l'apartheid va être aboli. Et officiellement, personne ne pouvait être victime d'injustice ou bien de ségrégation raciale en Afrique du Sud. Mandela entretenait une bonne relation avec le Mali. D'ailleurs, c'est en 1996 qu'il effectue sa première visite dans notre pays. C'était sous le régime de Alpha Oumar Konaré. Pour concrétiser cette coopération bilatérale, une rue et une école situées à l'hippodrome de Bamako portent son nom. Broma Mariko, ancien directeur de l'école Nelson Mandela. Mandela était une icône de l'Afrique. Donc lui, c'était un grand homme, et puis c'est un homme particulier. Rare des hommes qui ont fait 27 ans de prison et puis sortir, et puis gérer son pays pendant 5 ans, et puis laisser son pouvoir de son gré, c'est très rare. Mohamed Kone, président d'une association pour la promotion de la jeunesse au Mali, considère Nelson Mandela comme un leader pour l'Afrique. C'est pourquoi il a emprunté son nom. C'est quelqu'un qui a toujours su défendre les droits humains, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc. Nelson Mandela est un déterminé, un des fervents leaders du siècle. Nous rendons un grand hommage à l'homme. Vu toutes ces qualités de Mandela, il m'a beaucoup inspiré et c'est pourquoi j'ai porté son nom. Né en 1918 à Mvezo, dans la province du Cap en Afrique du Sud, Nelson Mandela meurt en 2013 à l'âge de 95 ans. Il obtient le prix Nobel de la paix en 1994. Sa prouesse continue de résonner dans le monde entier, comme en témoigne cette journée. Alors, dors en paix, Madiba Dalimbuga. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. 12 heures passées de 13 minutes, le développement de l'actualité internationale, c'est avec vous, Sori Ibrahim. Bonjour. Bonjour Fatou Djabi. Au Niger, le FMI valide le décaissement de 71 millions de dollars. Ce prêt intervient dans le cadre du titre de la facilité élargie de crédit approuvé le 8 décembre 2021 et complété par l'accord au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité en juillet 2023. Ces deux accords ont été prolongés de 6 mois jusqu'en décembre 2025 pour un total de 210 millions de dollars. Selon le FMI, il devrait rebondir à 10,6% en 2024 grâce au démarrage des exportations pétrolières et aux retombées que celles-ci auront dans toute l'économie, notamment dans le secteur des transports, ainsi qu'à l'augmentation de la production dans le secteur agricole. Et en Côte d'Ivoire, au moins 164 réfugiés burkinabés refoulés à la frontière. Le porte-parole du gouvernement du Burkina Faso a annoncé ce mercredi que des ressortissants burkinabés ont été refoulés de la Côte d'Ivoire. En majorité des femmes et des enfants, puis une cinquantaine d'hommes. Ces personnes étaient arrivées au nombre de 173 dans la ville de
Ouangolo-Dougou, au nord du pays. 164 personnes ont été reconduites depuis au Burkina Faso à bord d'un bus. Au même moment, les États-Unis annoncent une aide de 203 millions de dollars pour le Soudan. Oui, ceci dans l'espoir d'éviter que la crise au Soudan ne se propage dans la région. La guerre au Soudan a commencé il y a un peu plus d'1 an, provoquant la fuite de dizaines de milliers de personnes vers le Tchad voisin en quête de sécurité. L'ONU affirme avoir demandé 2,7 milliards de dollars de financement pour répondre aux besoins humanitaires, mais affirme avoir reçu 155 millions de dollars, soit 6%, selon les Nations Unies. Depuis le début de la guerre, près de 9 millions de personnes ont fui leur foyer et plus d'1 million ont quitté le pays. Et pendant ce temps, au Kenya, un appel au patriotisme après l'interdiction des manifestations. La capitale kenyane, Nairobi, est actuellement sous l'interdiction indéfinie des manifestations en raison d'un manque de leadership pour assurer la paix lors des protestations, selon la police locale. L'annonce de cette interdiction est survenue à quelques heures d'un rassemblement prévu où les manifestants comptaient marcher jusqu'au bureau du président pour exiger sa démission, pointant du doigt une mauvaise gouvernance, une gouvernance défaillante. En réponse, les autorités principales menant au bureau du président, William Ruto, ont été barricadées par mesure de sécurité. Cependant, les manifestants persistent dans leurs revendications malgré la présence policière renforcée. Et Ramaphosa ouvre la nouvelle législature de coalition. Ça se passe en Afrique du Sud. Effectivement, c'est arrivé près de 2 mois après un résultat électoral historique qui a remodélé la politique du pays et reconduit à la formation d'une coalition gouvernementale multipartite sans précédent. Le discours de Cyril Ramaphosa devant les législateurs à l'hôtel des villes du Cap a marqué le début officiel des activités de la nouvelle coalition qui réunit au moins 10 partis pour gouverner le pays. Son discours marque également le début de ce que l'Afrique du Sud appelle la 7e administration, c'est-à-dire le 7e gouvernement formé depuis que le pays a été libéré du système de l'apartheid en 1994. Et pour boucler cette page, guerre Israël-Hamas, les pourparlers de cessez-le-feu continuent en Égypte. En guerre depuis le 7 octobre dernier, le Hamas et Israël ont engagé des pourparlers pouvant aider à enterrer la hache de guerre. Malgré les opérations militaires de Sahel à Gaza, une délégation israélienne est arrivée aujourd'hui en Égypte pour la poursuite des négociations avec le Hamas. À Gaza et en Israël, des voix appellent de plus en plus à la fin des hostilités et à la libération des otages. Voilà Fatou Djabi, l'essentiel de l'actualité internationale pour ce 12 heures. Merci Ibrahim Souri Traoré, mais dis-moi, vous connaissez le Korofurali? Le Korofurali, non, pas vraiment. Pas vraiment. Alors, nous allons parler de Korofurali dans cette édition. C'est une pratique ancienne de chez nous qui permet aux cousines et cousins germains de solidifier leurs liens. C'est nommé Korofurali, c'est le fait de se rendre chez les enfants des frères de sa mère. Je dis bien chez les enfants des frères de sa mère. Soit pour nettoyer leur maison et habits en passant par la cuisine pendant quelques heures ou toute une journée. Et Adam Maïga nous en dit plus. Il est 7 heures. Badi Sangaré se dirige vers la chambre de son cousin avec un balai dans sa main droite et une serpillière dans l'autre main gauche. Elle toque à la porte puis entre dans la chambre. Badi Sangaré commence d'abord à dresser le lit de son cousin. Ensuite, elle balaie sa chambre. Pour terminer, elle nettoie sa douche intérieure et fait la lessive. Badi Sangaré, étudiante. Je dirais que je pratique cela depuis toute petite. À chaque fois qu'on arrivait à cette période de l'année, ma grand-mère me les rappelait. Elle me disait, va voir tes cousins. Je ne comprenais pas trop, mais j'y allais quand même. Comme Badi Sangaré, nombreux sont les cousins et cousines germains qui font les travaux ménagers pour leurs cousins et cousines paternelles, appelés les maîtres. Un geste de cousinage à plaisanterie pour consolider les liens. Cette pratique est appelée Korofurali. Ntoba Diallo, enseignant. Depuis le très tôt le matin, sur les jours de Djomene, nous partons voir les cousins, les cousines, les filles lavent les habits, mais les garçons ils vont balayer les chambres, les maisons. Oui. En guise de réciprocité, les maîtres offrent des cadeaux à leurs cousins et cousines germains. Badi Sangaré, étudiante. J'ai reçu des petits jetons, 150 ou même 200 francs.
Et comme moi, j'ai beaucoup de cousins et cousines, je gagnais plus. Je gagnais beaucoup de jetons. Et j'étais très contente avec ça. Ntouba Diallo, enseignant. Je peux donner 5 000 francs, d'autres me 10 000 francs, ça dépend. Au-delà de l'argent, on mange avec tout le monde, les enfants, les cousins, on se taquine. On va passer la journée vraiment dans une atmosphère symbiose. Cette pratique coutumière se fait à partir du 10e jour du premier mois lunaire du calendrier musulman Muharram. Et c'est jusqu'à la fin du mois. Un mois appelé également Jomine Kalo. Littéralement, c'est un mois où l'on capture les esclaves. Korofouali a pour but de renforcer la cohésion sociale. Yaya Koulibaly, traditionnaliste. Les avantages d'abord, c'est amène l'immunité. Et de deux, ça peut te sauver contre toutes les agressions sociales. 3, la fierté, on est fier d'appartenir à une alliance familiale. 4, ça te permet d'avoir une identité. Autre avantage, c'est le vieux, par exemple, l'oncle maternel peut te donner le secret des plantes médicamenteuses. Et de l'autre côté, on peut apprendre aux filles le code de la maternité. Au fil du temps, Jomine ou la capture des esclaves a pris une autre forme. Aussi, cette pratique n'existe pas dans toutes les contrées et chez toutes les ethnies, nous affirme le traditionnaliste Yaya Koulibaly et l'islamologue Mohamed Abdellahi Haïdara. Tous ceux qui appartiennent donc au groupe du Mandé le font, excepté les Arabes parce qu'ils ne sont pas maliens. Il y a aussi quelques francs de peuls éleveurs, comme les Bororo. Non, ça, ils ne le font pas parce qu'ils n'appartiennent pas au groupe. À part ça, c'est tout le monde. Dans certaines zones, par exemple, vers le nord, le centre, c'est beaucoup plus pointé. Cette activité est une grande opportunité pour les cousins aussi de choisir les futurs mariés et leurs futures femmes à travers cette activité. Ça, c'est en Mauritanie. Je parle chez les Harpoulars de la Mauritanie. Korofouali est une pratique à la fois culturelle et religieuse, car elle est tolérée par la religion musulmane, nous dit l'islamologue Mohamed Abdellahi Haïdara. L'islam recommande le fait de tisser les liens de parenté. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé le lien de parenté, il est venu s'accrocher au trône d'Allah et le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a commencé à grelotter. Allah dit aux anges, qu'est-ce qui passe-t-il aujourd'hui? Les anges ont répondu à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant, celle dont tu as créé qui est plus puissante et plus bénie que nous, c'est elle qui est accroupie à ton trône. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est le lien de parenté. Ils disent oui, oh lien de parenté, pourquoi tu pleures? Elle répond à Allah subhanahu wa ta'ala en nous disant, vous m'avez créé et vous allez me mettre sur la terre, ils vont me couper. Alors subhanahu wa ta'ala dit dans l'Hadith al-Qudsi, celui donc qui coupe ce lien de parenté n'entrera pas au paradis. La modernité semble avoir raison du Korofouali. Cette pratique, bien qu'elle soit un facteur d'unité et de consolidation des liens, est aujourd'hui en voie de disparition. 12 heures passées de 22 minutes, place à l'instant sport de cette édition. L'association des chauffeurs, conducteurs routiers et artisanaux du Mali-Croix, à travers son président Chaka Doumbia, vient de lancer la première édition de la Coupe du corps des métiers du district de Bamako qui réunit 32 corps de métiers. Samba Sanogo nous fait le point. Pour cette affiche inaugurale, l'équipe d'A-Transit, habillée en jaune, est opposée aux techniciens de surface en santé. C'est une manière pour l'organisateur de ce tournoi d'inviter les différents corps de métiers à se rassembler autour du football, qui est un facteur de cohésion sociale. Dès le début du jeu, l'équipe en jaune impose une domination technique et tactique à l'adversaire. Tout naturellement, elle s'offre la première occasion du match et la concrétise. Chaka Doumbia, président de l'association des chauffeurs, conducteurs routiers et artisans du Mali-Croix. Nous avons organisé cette coupe dans le but de créer une prise de contact entre les différents membres de notre association. À travers le football, nous contribuons à la consolidation de la paix. Nous profitons de cet événement pour lancer un appel aux autorités afin qu'elles prennent en compte certaines difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Il y a des soucis liés à l'INPS. Nous sollicitons également une médiation entre nous et les employeurs. À la reprise, après quelques minutes de jeu, l'équipe des techniciens de surface égalise, un but partout. Avant la fin du temps réglementaire, l'équipe en jaune marque un deuxième but,
Finalement, l'équipe d'A Transit en jaune gagne 2-1. Ousmane Diarra, le représentant de la marraine. Très content parce que c'est une association qui nous a approchés il y a à peu près 5 ans. Nous avons fait beaucoup d'actions ensemble. Et ces actions vont aussi dans l'intérêt des artisans. Parce que qui parle de hameau, il y a une possibilité que les artisans puissent s'intégrer dans l'hameau sans passer par être fonctionnaire ou autre chose. Si une association nous approche pour qu'on puisse évoluer ensemble sur ça, ça c'est une très bonne chose. Et aujourd'hui, un match de football pour le lancement des corporations, des métiers, ça aussi, on ne peut pas rester en marge. Sana Doumbia, invité d'honneur. Je salue cette initiative de la jeunesse. Si vous observez bien, vous verrez qu'ils ne sont pas nombreux parmi les chauffeurs à bénéficier d'une assurance maladie ou de l'assistance de l'ENPS. Avoir quelqu'un qui lutte pour nos droits est quelque chose de solidaire. Pour notre part, tout ce que nous pouvons faire, c'est de lancer un appel aux autorités afin qu'elles nous viennent en aide à travers cette jeunesse. A noter que 32 équipes vont participer à cette première édition de la Coupe des corps de métiers. Une initiative saluée par les invités. Et pendant que notre horloge affiche 12 heures passées de 26 minutes, le thermomètre lui affiche sur Bamako et environ 29 degrés Celsius. La maximale sera de 31 degrés Celsius. Le soleil, lui, finira sa course à 19 heures passées d'1 minute. Et voilà qui referme cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, mise en onde Malik Kansai, mise en ligne Marcel Tessouke, réalisation Tanavet Sangare, Balkissa Kamate, coordination Nyanya Aliou Traoré et Aminata Kolate. Je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente prière de vendredi à tous. Né Suleiman